Vidal, je suis retraité de l'enseignement. J'ai travaillé très longtemps sur la région toulousaine et pour la retraite, je me suis expatrié dans ma région d'origine, l'Ariège. Et là, je suis originaire de la campagne, je suis fils de paysan et donc il me faut vivre avec un jardin, c'est pas possible de vivre sans. J'ai pratiqué un peu à l'ancienne, sans trop de techniques artificielles. Et finalement, je me suis retrouvé, sans trop le vouloir peut-être, avec un éco-jardin. Donc le premier objectif du jardin, c'est de fournir des légumes et des fruits pour toute l'année en autonomie. Le deuxième objectif plutôt, c'est de se simplifier la vie, de travailler le moins possible au jardin. Cela peut paraître paradoxal, mais un éco-jardin finalement demande moins de travail qu'un jardin conventionnel. Et enfin, la troisième objectif, c'est de respecter la nature, respecter les équilibres naturels qui régissent tout cet espace de campagne. À mon avis, il n'y a pas de contrainte. Au contraire, c'est une simplification des techniques, une simplification du travail. Alors, pour mettre en œuvre un éco-jardin, il faut certainement des connaissances. Il faut identifier les problèmes, un manque d'éléments nutritifs, des maladies ou des parasites. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui est certainement tout aussi importante, relativiser ces problèmes-là. Si on voit des limaces, à la limite, on peut les supporter. Le regard des autres, oui, est très important. Il faut savoir justement en faire fi. Si la pelouse n'est pas belle, entre guillemets bien sûr, eh bien, il faut essayer d'expliquer pourquoi elle n'est pas belle. Et idem au potager. Quand les légumes ne sont pas très beaux, ou quand ça produit peu, c'est parfois un peu difficile à supporter, ce genre de critique. On ne peut pas faire l'unanimité avec ce type de jardin, ce type d'espace. Premier exemple, extrêmement simple, laisser faire la nature. Il n'y a pas plus simple que ça, ne pas se compliquer la vie à maintenir des espaces bridés, mais au contraire les laisser vivre. Une haie vive demandera beaucoup moins de travail qu'une haie taillée au cordeau. Elle hébergera de nombreux auxiliaires. Deuxième exemple, c'est le paillage. Le paillage, a priori, peut paraître contraignant au point de vue travail, parce qu'il faut le mettre en place, le paillage. Mais globalement, on va s'y retrouver, puisque les mauvaises herbes seront maîtrisées, donc il n'y aura pas le désherbage qui, dans ce cas-là, serait forcément manuel. Et personne n'aime désherber manuellement. Deuxième avantage, c'est la limitation de l'évaporation. Le sol est en permanence couvert, donc il évapore beaucoup moins. Et donc en conséquence, on économise de l'eau. Et en conséquence, on arrosera moins. Sachant que si on met du paillage, il faut mettre du goutte à goutte. Et enfin, troisième avantage, c'est que tôt ou tard, ce paillage se décomposera. Et en se décomposant, il amènera des éléments nutritifs au sol. Bon, concernant la technique de paillage que j'utilise, moi, c'est la tonte, entre guillemets, le fauchage plutôt, des espaces herbacés qui sont autour de nous ici. Alors, il y a une précaution très importante à respecter. Il faut attendre suffisamment que les graminées aient poussé et leurs tiges soient lignifiées. Donc finalement, c'est plus de la paille que j'apporte, et c'est vraiment le sens du paillage, que de la tonte de pelouse, loin de là. Ce qui, d'une part, va ralentir sa décomposition, donc on n'aura pas une décomposition rapide qui pourrait apporter brutalement beaucoup d'azote ou beaucoup d'éléments nutritifs. Mais au contraire, une dégradation lente, ce qui est le but recherché pour moi, c'est essentiellement lutter contre les mauvaises herbes. Deuxième contrainte, il faut une couche assez importante. Si vous mettez 4 brins croisés entre eux, ça ne donnera rien. Il faut, je ne sais pas, grosso modo 5-10 cm de paille pour que ce soit efficace.
Pour la mise en place, bon, c'est ça le plus long, il faut aller la récolter dans le pré, et ensuite il faut la répartir autour des plantes. Et si on la met simplement dans l'interrang, eh bien, les mauvaises herbes vont pousser autour des plantes, et c'est là où elles sont le plus difficiles à cravater, quoi, hein. Donc il faut bien enrouler la paille autour de la plante. Et là on a une protection efficace. Il y aura toujours bien quelques liserons ou quelques amarantes qui arrivera à se faufiler, mais ça n'a rien à voir avec une culture classique, un sol nu. Pour ne plus utiliser de produits phyto, la solution la plus importante, il me semble, c'est choisir des espèces rustiques, hein, qui n'attrapent pas de maladies, qui ne soient pas sensibles aux parasites. Si vous voulez débuter un jardinage, faites des oignons, faites des topinambours, faites des haricots. Enfin, il y a d'autres espèces comme ça qui poussent toutes seules, on ne s'en occupe pas, hein. Évitez de vous lancer peut-être dans les pommes de terre qui chopent le dorifort, le mildiou, c'est pratiquement obligé. Évitez les tomates qui vont choper le mildiou, etc. Hein. Donc le choix des espèces. Évitez les variétés de pêchers sophistiqués qui vont choper systématiquement la cloque. Vous n'aurez pas de pêche et puis petit à petit l'arbre va péricliter. Évitez les prugnons aussi, les abricotiers, ces espèces trop sensibles. Les seuls pêchers que vous verrez ici, c'est les pêchers de vigne, qui sont relativement tolérants à la cloque. Et en plus, il paraîtrait que les coquilles d'œufs limiteraient la maladie. Et deuxième solution pour éviter les produits phyto, c'est d'avoir une plante, un végétal qui se porte bien, hein, donc qui est à manger, hein, donc suffisamment d'éléments nutritifs, hein, et qui ait suffisamment d'eau. Les équilibres biologiques, c'est très simple, on pourrait le résumer en une phrase, laisser faire la nature. Effectivement, dans la nature, toutes les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, ou même microbiennes, vont s'équilibrer par définition, hein, par les relations biotiques que l'on connaît, le parasitisme, la prédation, ou même dans le sens contraire, les symbioses, hein, ou le mutualisme. Donc tout ça fait que les espèces sont en relation les unes avec les autres. Vous en modifiez artificiellement une, toutes les autres vont en subir les conséquences. Et faire du jardinage, faire un jardin, par définition, c'est lutter un peu contre la nature, hein, surtout si on s'obstine à ne plus vouloir de mauvaises herbes ou ne plus vouloir un seul parasite dans le jardin, c'est sûr qu'on va déséquilibrer le milieu. Et donc le respect des équilibres biologiques, c'est bien sûr avoir un jardin, mais respecter au maximum les équilibres naturels, en minimisant les interventions sur ce milieu. Moins on intervient, mieux c'est. Donc qui dit respect des équilibres naturels sous-entend biodiversité. Et pour avoir la biodiversité, il faut laisser dans le jardin ou autour du jardin des habitats tous différents. Par exemple ici on a le ruisseau, donc avec ses zones humides, on a la berge, où j'ai laissé la ripisylve, et là où il n'y a pas de ripisylve, il y a un roncier avec une biodiversité très importante. Ensuite, un peu artificiellement, il y a un hôtel à insectes qui normalement devrait augmenter la diversité des insectes. Il y a des abeilles qui vont participer à la pollinisation. Il y a 4 ruches. Il n'en faut pas beaucoup, il n'en faut pas trop, puisque là on va créer un déséquilibre. Si on met trop d'abeilles, ça veut dire que peut-être d'autres pollinisateurs manqueront justement de nourriture. Autre habitat, il y a des tas de bois morts un peu partout, qui hébergent des hérissons et puis les vivent. Plutôt que de s'acharner à les tailler, on les laisse croître. Les intérêts sont multiples. Le premier intérêt, à mon avis, c'est la simplicité de mise en œuvre. On passe peu de temps au jardin, tout en étant relativement efficace.
Le deuxième intérêt, c'est de vivre au jour le jour dans un environnement sain. On peut croquer une pomme sans avoir besoin de la peler. On peut manger une tomate aussi directement sans avoir besoin de la frotter. Donc finalement, une qualité de vie qui est générée par cet éco-jardin. Et enfin, troisième intérêt, mais il est tout modeste, c'est participer à la protection de notre planète qui en a un grand besoin. L'éco-jardin, c'est la simplicité.